Pierre, ça va? Ça va bien, merci. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y a personne d'autre de déguisé dans la salle. Je t'avais dit que c'était demain Halloween. Je me suis trompé d'une journée. Alors, pour les plus perspicaces d'entre vous, qui ont une bonne oreille, vous aurez peut-être remarqué que nous sommes des pirates. Des pirates. Voilà. Ouais, Alors, j'aimerais remercier toute l'équipe des organisateurs et Alain qui nous ont invités depuis plusieurs semaines. Ça prend quand même 6 semaines de venir ici en navire. Hein? Oui. Donc, c'est un voyage qu'on organise depuis un an, déjà. Pratiquement un an, oui. Ils se sont croisés les deux. Pierre il a dit « L'an prochain, j'amène Olivier. » Et voilà. Chose faite. On est ici pour vous parler d'innovation. On sait, en agilité, s'il y a un truc qu'on entend souvent parler, c'est le mot « mindset ». État d'esprit. État d'esprit. On est en France, on parle en anglais, Pierre. Donc, on est ici pour vous parler essentiellement de comment est-ce qu'on peut innover. Mais au lieu, quand on dit innovation, Pierre, on pense souvent au futur. On pense souvent à la technologie. Oui, entre autres. Ben, nous, on va vous prendre une approche un peu différente et vous parler d'innovation en s'inspirant du passé. Comment est-ce possible? Vas-y, Pierre. Donc, on va se présenter. Je m'appelle... veux-tu y aller en premier, Pierre? Oui. Pierre Leblanc. Pierre... Tu fais bien ça. Non, je suis coach agile et formateur. Je me spécialise en Kanban. Et je suis dans les TI. TI, ça c'est québécois. IT. Donc, depuis une vingtaine d'années, même un petit peu plus. J'ai été développeur, j'ai travaillé dans le web et il y a quelques années en arrière, j'ai rencontré un monsieur très sympathique, mais pas lui. Il était barbu aussi. C'était un autre gros barbu, Maurice Lefebvre, et il a été une forte inspiration pour moi, un mentor en agilité. C'était aussi un coach agile. Et je vais laisser Olivier en discuter un peu plus, mais c'est comme ça que Olivier et moi, on s'est rencontrés. Par l'entremise de Maurice. Grâce à Maurice. Moi, Olivier Fortier, j'ai également été développeur pendant une bonne quinzaine d'années. Front-end, on dirait aujourd'hui. Moi, c'était plus back-end. Oui, à l'époque, nous, on appelait ça au Québec de l'intégration web. Ouais. Et après une quinzaine d'années, je me suis retrouvé manager de mon équipe, team lead, parce que ça faisait longtemps que je travaillais à quelque part. Et à un certain moment donné, après 8 ans à cet endroit, qui en informatique, disons-le, 8 ans, c'est une éternité. C'est long, ouais. 8 ans. Je me suis fait, comment dirais-je, restructurer avec 25 autres collègues. Et ça m'a amené à me poser des questions sur mon avenir professionnel, n'est-ce pas? Donc, j'ai essayé de faire un peu des qu'est-ce que j'aime pas. Hein? Puis je me suis rendu compte que c'est bien développer des sites web, mais je préférais développer des gens. Et j'étais chef d'équipe à l'époque, mais je n'aimais pas beaucoup avoir de l'autorité. Comment est-ce que je pourrais aider une équipe à grandir sans avoir une autorité sur elle? On va essayer d'être Scrum Master pour voir qu'est-ce que ça fait. Et ça a assez bien fonctionné. Hein? À un moment donné, je me suis retrouvé un peu plus tard dans une entreprise où j'étais le seul agiliste dans la place. Je pouvais faire ce que je voulais. Hein? C'est génial, ça? Ouais. Mes ailes se sont ouvertes tout grand. Et je travaillais un peu, c'était pour une entreprise qui louait des équipes à des clients. Donc, c'était jeune et dynamique, c'était le paradis. Mais le client était l'antéchrist. Et j'ai eu la claque à ce moment-là de comprendre que l'agilité n'est pas la solution à tous les problèmes, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne considérais pas qu'on était traités comme des humains au travail, mais je me suis dit, si personne ne le fait, moi, je vais le faire. Alors, j'ai essayé de trouver une entreprise qui voulait un gestionnaire qui s'occupe des gens, pas de la technologie. Ça a très bien fonctionné. Après un an, j'étais au sommet de ma carrière. Je me suis dit, bon, ben ça fait, maintenant, c'est assez. Je dois exporter ça.
Et c'est à ce moment que j'ai rencontré Maurice, qui nous a mis en contact. Maurice et moi avons fondé un organisme à but non lucratif. Au Québec, on dit OBNL, qui s'appelle Go Pirate. Pourquoi pirate? On va en parler un peu plus tard, mais tu peux déjà changer la slide, Pierre. Go Pirate? Oui, Go Pirate. Là, je vois une question qui brûle toutes vos lèvres. Pourquoi le Y? Alors, on se distancie des pirates informatiques. On n'est pas des grands fans des pirates contemporains, il y en a encore, mais on s'inspire d'un groupe de pirates très particulier. Oui, il faut noter qu'on ne soutient pas les actes illégaux. Non. Le groupe de pirates duquel on s'inspire, c'est ceux que vous connaissez généralement, Barbe Noire, Anne Bonny, Jack Rackham, qui a gagné à la loterie du nom des pirates, honnêtement. C'est ce groupuscule de pirates-là, à l'époque de l'âge d'or de la piraterie, donc à Nassau, aux Bahamas, ont essentiellement réussi à faire des avancées sociales très, très importantes, simplement en refusant de se traiter ensemble comme ils étaient traités dans la marine marchande et militaire. Ce groupe-là était très, très progressiste, et on s'est dit, il faut qu'on s'inspire. Comment on peut faire pour que les gens comprennent que c'est ça? Bien, s'il y a un livre en particulier qui parle de ce groupe de pirates-là, c'est A General History of the Pirates, écrit avec un Y. C'est de là que ça vient. Et en même temps, si vous cherchez sur Google avec un Y, vous allez nous trouver. Avec un U, ça ne marche pas. Et donc, Go Pirate, c'est majoritairement un podcast qu'on fait ensemble. Ouais. Un podcast, c'est notre activité principale. On avait créé ça avec Maurice. On dit « avait », parce que Maurice est décédé l'an dernier. Et Pierre m'a proposé par la suite, après la période de deuil, de reprendre, dans le fond, le rôle de co-animateur avec moi. Voilà. Comme Maurice avait été mon mentor, je me sentais relativement proche du contexte et je faisais déjà partie du conseil d'administration de l'organisme. Et donc, on a ici un QR code qui va vous amener à notre chaîne YouTube. Donc, on va faire une pause d'1 minute pour que vous puissiez vous abonner. Pendant que vous faites ça, par curiosité, beaucoup plus que par, comment dirais-je, que pour mon ego, levez la main dans la salle ceux qui nous connaissent. Quelques-uns. Baissez la main ceux qui... non, gardez la main levée, mais baissez la main ceux qui nous connaissent depuis le dîner des orgueils hier. Donc, merci. C'est vraiment par curiosité, ça n'a pas rien fait pour l'ego. Donc, Go Pirate, au départ, c'était vraiment une entreprise privée qui voulait apporter un peu de fraîcheur dans les entreprises, dans les compagnies, pour les faire devenir un peu plus progressistes, plus humaines. On était un petit peu tannés, on ne voulait plus avoir simplement l'impression de travailler pour payer une 6e Lamborghini à un inconnu qu'on ne verra jamais. Donc, on s'est dit, comment faire ça et avoir que les gens comprennent ce qu'on fait. Et quand on a fait le lien avec les pirates de l'âge d'or de la piraterie, tout s'est mis en place. Quand on nous regarde, quand on nous écoute, on sait exactement de quoi on parle. C'est difficile de reculer, faire un retour en arrière et dire, tu sais, après un truc qu'on a dit en ondes, « Oh non, c'est pas ça qu'on voulait dire. » Comment? On est déguisé en pirate, on sait exactement ce qu'on dit, et c'est ça. Donc, et justement, pourquoi le costume? Pourquoi on s'habille? Pourquoi on vit le rêve? Oui, live the brand. Oui. L'idée, c'est qu'on y va à fond de caisse. Nous, on est ici pour changer les choses, piratiser le quotidien et le statu quo. Et c'est aussi une forme de filtre. Par exemple, il va y avoir des hommes ou femmes d'affaires qui vont dire « C'est qui ces deux clowns déguisés en pirates? » Ben, s'ils ne peuvent pas passer au-delà de notre costume, ils ne sont vraiment pas prêts pour notre message. Évidemment, quand on va en entreprise, on laisse le costume à la maison. Non, mais... on se costume en gens normaux. C'est ça, exact. Oui, c'est vrai. Et donc, le podcast, il est disponible sur plusieurs plateformes. On est rendu à notre 199e épisode et on a tourné le 200e avec Alain
Et Yad, je ne sais pas s'il est dans la salle ou dans une autre salle. Il est là. On les a surprises. Vous Spécial allez faire Bordeaux. un podcast 200e avec nous. Donc, vous êtes le 200e. Donc, ce qu'on aimerait vous proposer aujourd'hui, c'est assez parler de nous, là, c'est un sujet plutôt barbare. Donc, on aimerait vous faire un épisode spécial pour vous. Ça vous va? Ça veut dire, on va se marcher sur les pieds, on a un plan, mais on ne suivra pas, et Pierre va m'arrêter, va me couper, on va s'obstiner, c'est génial, c'est parfait. Si vous êtes prêts, intro. Merci. Alors, le monsieur qu'on a vu quand on verse un verre de rhum, c'est un hommage à notre ami Maurice qui nous a quittés. Voilà. Il n'y a pas de slide, Pierre. Oui, donc je vais commencer pour vous faire une petite mise en contexte historique. Donc, évidemment, le Québec a une relation historique avec la France et je nous ramène en l'an de grâce 1534. Un monsieur, Jacques Cartier, explorateur français, a navigué, a traversé l'Atlantique et a découvert le Canada. On n'était pas là, nous, encore. Non, on n'était pas là à ce moment-là, mais il faut voir qu'il s'est passé quand même un bon bout de temps avant la colonisation. Donc, on voit ici la fondation de Québec en 1608. Donc, plus de 70 ans plus tard, on a commencé à vraiment installer des villes, des villages au Canada. Et en 1759, la France a perdu une guerre qu'on dit la guerre de 7 ans contre les Anglais. En fait, il faut voir qu'à l'époque, les Français, les Anglais, les Espagnols étaient en alternance alliés ou ennemis et se battaient continuellement, je pense, pour se voler des bouteilles de vin. Selon les priorités du moment. C'est ça, exactement. Et donc, c'est quand même 200 ans de présence française en Amérique du Nord. Et du golfe du Saint-Laurent jusqu'au golfe du Mexique et un peu plus loin vers les Grands Lacs. Il faut voir que les explorateurs de l'époque utilisaient effectivement les cours d'eau pour se déplacer. Et pendant que les Français se promenaient dans les bois, les Anglais se sont installés sur la côte et qui sont devenus en fait les premiers États américains plus tard. Donc, à cette époque, en fait, toutes les grandes nations, la France, l'Espagne, l'Angleterre, faisaient ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Donc, les bateaux partaient, venaient en Amérique du Nord, redescendaient dans les Antilles, retournaient en Europe ou faisaient le voyage inverse. L'idée était de transporter les denrées. Donc, évidemment, il y avait, depuis l'Amérique, on avait le commerce de la fourrure, qui servait principalement à faire des chapeaux. Voilà. Des Antilles, on pouvait ramener du rhum. Oui. Et évidemment, on ne va pas s'attarder trop là-dessus, mais il y avait malheureusement aussi le commerce des esclaves qui passait par l'Afrique. Ouais. Donc, ce commerce triangulaire, comme on l'appelle, est en fait amené à avoir beaucoup de bateaux qui naviguaient ici dans les endroits un peu plus chauds. Et c'était vraiment l'endroit le plus intéressant pour nos amis, les pirates. Joli. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur les pirates? Vous ne connaissez pas les pirates? Bon. OK, donc la période... je vais finir avec l'histoire. Okay, vas-y. Donc, comme je vous ai dit, les Français, on a perdu la guerre en 1759, mais ici, on est à l'apogée, autour de 1745. Ouais. On revient quelques années plus tôt. Donc, la période des pirates était de 1690 à 1730. Donc, c'est dans la dernière partie de l'histoire de la Nouvelle-France. Et c'est ce qu'on appelle l'âge d'or, l'âge d'or des pirates. Évidemment, ce n'est pas les pirates qui ont décidé que c'était l'âge d'or, c'est les historiens. Ils ne s'entendent évidemment pas sur la période, donc on a mis des dates de Wikipédia. Donc, l'âge d'or de la piraterie. Il faut dire que les pirates,
C'était juste avant des marins de la marine marchande ou marine militaire qui n'avaient pas nécessairement apprécié leur expérience parce que quand ils étaient chanceux, ils avaient une poignée de monnaie lancée dans leur direction générale. S'ils étaient blessés, on se débarrassait d'eux. C'était pas donc d'excellentes conditions de travail. C'était pas joyeux traverser l'Atlantique. C'est environ 6 semaines. 6 à 8 semaines, selon les Si ça va bien. Ouais, si ça va bien. Et donc, il fallait transporter la nourriture. Il y avait des maladies qui s'installaient, des blessures, tout ça. On les jetait par-dessus bord ou bien... Donc, ces gens étaient un peu pratiquement des esclaves d'une société, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Espagne. Une couronne quelconque. Une monarchie quelconque, effectivement. Donc... Mais il ne faut pas oublier, Pierre, que n'ayant pas apprécié la façon dont ils avaient été traités, ils se sont dit, on va se partir en affaires nous-mêmes, un peu comme une start-up. Hein? Et c'est là la différence entre ce qu'on appelle les corsaires et les pirates. Donc, les corsaires étaient mandatés par une des grandes nations. Donc, ils avaient une lettre de marque. Ils étaient, en quelque sorte, des contracteurs pour la couronne. Oui. Très important ici. On s'inspire des pirates. Il faut aussi juger les pirates, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, selon le contexte de l'époque. Parce que, bien sûr, bien évidemment, il y en a qui vont dire « Oui, mais les pirates, Olivier, ils violaient, ils pillaient, c'était violent. » Oui, mais c'était aussi la même chose que l'État faisait. L'État pillait, violait, était violent. Et à la différence que les pirates, ils n'avaient pas de permis. Les corsaires, eux, avaient un permis. Donc, il ne faut pas oublier que c'était dans un monde qui était absolument difficile à vivre. Et ces gens-là faisaient ce qu'ils pouvaient pour être libres. Et c'est un peu de ça qu'on va s'inspirer aujourd'hui. Et donc, lorsque les monarchies ont décidé « on n'a plus besoin de ces corsaires », mais ces gens se sont retrouvés sans emploi et se sont dit « qu'est-ce qu'on fait de mieux? Voler des bateaux. » Voler des bateaux, puis voler. Voilà. Donc, ils sont devenus en quelque sorte des entrepreneurs à leur compte. Voilà. Et donc, oui, donc, quelles sont nos règles? En fait, on va parler de nos règles. Oui, vas-y. C'est ça, hein? On est rendu là, oui. Donc, la première règle de l'innovation en s'inspirant des pirates. Donc, pour innover, il faut briser des règles. Absolument. J'ai déjà travaillé pour une entreprise qui avait le mot « innovation » dans son nom. Et elle était très, très allergique à la prise de risque. Et j'ai dit, notre nom, est-ce qu'il contient le mot innovation ou il contient le nom certitude? Il n'aimait pas ça quand je disais ça. On n'a pas le choix de prendre des risques. Prendre des risques, ça veut dire nécessairement briser le statu quo. Est-ce que c'est briser des règles automatiquement? Pas nécessairement. Mais il y a des règles dans le monde qui sont là pour absolument rien, qui sont là pour une raison de... personne ne s'en rappelle, tout le monde est parti, puis ça est resté depuis. Les règles, les processus sont mis en place par nous, les humains, et on peut seulement, nous, les humains, les changer, les retirer, les ajouter, les modifier. Et ce qui est le plus... je dirais le moins bon dans notre société, c'est les gens ou la pensée de dire « Ah, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Ça a toujours fonctionné comme ça. » On peut rien faire. On peut rien faire, c'est la règle. Il ne faut pas oublier que si un processus ne vous sert pas, vous servez le processus. Et c'est un problème. Donc, briser des règles pour en proposer des meilleures, pour proposer des solutions à des problèmes que personne n'adresse, c'est une prise d'initiative, c'est une innovation. Et là, encore une fois, il ne faut pas agir de façon illégale. Non. Mais des petites règles à l'intérieur de votre organisation, si vous croyez que ça vous empêche de bien faire votre métier, pensez à peut-être graduellement ignorer la règle, la contourner, la briser. Et peut-être que cette règle est inutile. Donc peut-être qu'on va devoir la remplacer. C'est limite une responsabilité. En fait, ça devrait faire partie de nos façons de travailler.
de toujours questionner, remettre en question et essayer ce qui fonctionne, mais rejeter ce qui ne fonctionne pas pour essayer autre chose. Deuxième point. Ah, là, on va parler du capitaine pirate. À l'intérieur de cette hiérarchie ou de ce groupe qui est le bateau de pirates, on a souvent ce qu'on appelle le capitaine. On peut faire un peu une équivalence avec ou bien product owner ou bien manager selon la situation. Le capitaine, on a souvent l'impression que, à cause de Walt Disney, entre autres, et d'autres films et d'autres médias, que le capitaine est un tyran sanguinaire. Peut-être avec ses ennemis, mais pas avec son équipage. Parce que l'idée était, on a vécu quelque chose de très abominable dans notre milieu de travail d'avant. On ne va pas répéter les mêmes patterns. Donc, le capitaine pirate, contrairement à dans la marine militaire et marchande, était élu démocratiquement. Ça veut dire que tous les pirates à bord avaient un droit de vote, une voix. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les entreprises, disons. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont élu leur manager? Ici, non, mais dans toutes les autres salles, j'imagine que les mains sont toutes levées. Comment ça? Non? Vous avez pas une démocratie ici, pays libre? Non? Le capitaine, les pirates ont réussi à faire des avancées sociétales assez intéressantes. Oui. Nous, au Québec, on parle encore beaucoup d'équité salariale, spécialement entre les hommes et les femmes. Je me rappelle que ma mère, après sa retraite, elle était fonctionnaire, après sa retraite, elle recevait encore des chèques d'équité. Donc, c'est très bien. Oui. Les pirates, il y a plusieurs centaines d'années, avaient une équité un peu plus intéressante. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais trop vite, Pierre. Non? Non, parce qu'on avait une slide là, intéressante avec des logos de compagnie. Oui. C'est pas tout de suite, hein? Non, je pense pas qu'on avait une slide. Ce qui est intéressant, c'est que le capitaine, son salaire était aussi voté par l'équipage. Il gagnait généralement de 4 à 8 fois le salaire moyen d'un pirate. D'un matelot. D'un membre d'équipage. Ouais. Qui ici, parmi levé, a déjà comme décidé en équipe le salaire du manager? Le capitaine, sa fonction, faut que vous sachiez, n'était pas de prendre toutes les décisions. C'était d'assurer la prospérité de l'équipage. S'il était incapable de trouver un plan pour assurer la prospérité de l'équipage, il se faisait simplement remplacer. S'il avait été gentil, il retrouvait ses fonctions d'avant. S'il avait été un peu moins gentil, il avait parfois une promotion, devenait gouverneur d'une île déserte. Exact. Justement, parlons un peu de l'équipage. Qui étaient ces gens? Tout le monde. Personne. En fait, c'était principalement des marins, des anciens marins de la marine marchande ou militaire, mais on invitait aussi à se joindre à l'équipage d'autres types de personnes. Parfois, les pirates s'abordaient un navire et plutôt que de tuer tout le monde, on leur proposait « Joignez-vous à nous ». Et ça avait un certain succès parce que les gens n'étaient pas super bien traités dans la marine militaire. Donc, entre de se faire lancer par-dessus bord et rejoindre une équipe qui vit dans la liberté presque totale, le choix était facile. Est-ce qu'il y avait des femmes? Il y avait quelques femmes. Pourquoi tu me poses cette question-là? Est-ce que tu veux me donner des indices sur les choses à dire? Parce que je connais la réponse. Ben oui, c'est ça. Il y avait bien évidemment quelques femmes. C'était, à l'époque, on s'entend, le rôle des femmes, c'était d'être une usine à bébé dans une cuisine. Donc, avoir des femmes pirates à l'époque, c'était essentiellement du proto-féminisme. Il n'y en avait pas dans tous les navires. La plupart des navires pirates, c'était interdit parce que c'était distrayant pour ces messieurs. Mais il y a plusieurs bateaux, plusieurs navires, donc celui de Jack Rackham, qui a eu des femmes comme second, entre autres Anne Bonny et Mary Read, qui sont mortes au combat comme leurs égaux masculins. Et il y avait aussi une très, très grande partie. Alors, on a mentionné tout à l'heure qu'il y avait la traite d'esclaves.
Ben, ça arrivait que les pirates faisaient la traite d'esclaves, c'était très lucratif, mais il y avait certains pirates, dont Barbe Noire, qui leur proposaient ou bien de les débarquer dans le prochain port ou de les rejoindre. Il y a des esclaves qui sont passés de esclaves à j'ai un droit de vote, ce qui était quand même assez exceptionnel pour les années 1700. Il y avait aussi quelques éléments intéressants. L'homosexualité était acceptée. Il y avait d'ailleurs parfois des mariages gays qui étaient célébrés sur les navires. Ça s'appelait le matelotage. Très bien. Et on avait aussi, une forme d'assurance, en fait, parce que puisque c'est un métier relativement dangereux, être pirate, parce que quand on s'aborde un autre navire, il pourrait s'en suivre un combat à mort, où les gens pouvaient être blessés, estropiés. Et donc, on avait une forme d'assurance pour, par exemple, si quelqu'un perdait une main, un œil, une jambe. Ils avaient une part du butin qui était réservée pour ça. Et à l'époque, les seules assurances qui existaient, c'est les assurances de la cargaison. Ça existait, les assurances, mais seulement pour la cargaison. C'est beaucoup plus important que la flotte et les humains. Donc, eux ont fait, encore là, créé une proto-assurance personne. Assurance vie, assurance maladie. Et comme vous imaginez, on ne trouvait pas des pirates, on ne les embauchait pas sur LinkedIn, OK? C'était pas exactement facile à trouver quelqu'un qui était prêt à mourir en compagnie de ses frères et sœurs. Donc, ces gens-là, c'était à la vie, à la mort. Et ils avaient créé le fameux code pirate qu'on peut entendre des fois à l'occasion, qui était essentiellement 8 à 12 règles, très facile à retenir par cœur parce que la plupart de ces gens-là ne savaient pas lire, et qui faisaient loi. Donc, on suit ces règles-là, c'est la loi. On les brise, ça va mal. Oui. Et là, je te repose la question, Olivier, parce que je ne connais pas la réponse cette fois. C'était quoi l'espérance de vie d'un pirate? À partir du moment où on s'enrôlait sur un bateau pirate, 2 à 5 ans. Tu y allais pour vivre living de real life. Hein? Tu vivais la vie à fond. Mais ils étaient tous là pour le rêve de Nassau, qui était une des premières démocraties réelles depuis l'ancienne Grèce. Là. Exact. Donc, Nassau, c'est une île dans les Antilles qui était une république qui a été fondée par les pirates. Et si jamais ça vous intéresse, il existe une série géniale, un peu à la Game of Thrones, qui s'appelle Black Sails. Très intéressant. Exact. Je regarde chaque année. Et une chose importante, c'était le narratif. Mais pour nous, notre narratif à nous, Go Pirates, ce sont ces 5 éléments. On a déjà parlé de briser les règles. Donc, en fait, j'avais brisé les règles parce que j'avais mis une slide beaucoup trop tôt dans notre deck. Mais briser les règles inutiles, garder le cap, la fortune sur aux audacieux, soyez impossible à ignorer et forgez votre propre légende. Donc, on va voir les 4 derniers principes. Garder le cap, Pierre, qu'est-ce que ça veut dire à part savoir où on va? Bien, en fait, ça fait référence un peu à la vision. La vision de votre entreprise ou de votre équipe. Rappelez-vous où est-ce que vous allez. Parce que trop souvent dans les organisations, on prend des mauvaises décisions. En fait, on prend des décisions en brisant un peu notre objectif pour un bénéfice à court terme. Mais il faut toujours garder en tête le long terme, la vision, le cap. Le why. Le why. Pourquoi? Vous connaissez Start with Why? Simon Sinek? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Gardez ça en tête, c'est notre cap. T'as pas une bonne blague là-dessus? Au BNL? Ah, OK, je vais la faire, Pierre. Non, c'est bon. C'est vrai. Je me souvenais pas que c'était là qu'on faisait. Oui. Donc... ça prend un but. En fait, ça prend un but. Puis non, en fait, je pense que c'est... Non, c'est ça, Pierre. C'est la fortune sur les audacieux. Non? Recule. Je travaille avec lui. Bon. Gardez le cap. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'une organisation doit être lucrative, si c'est une organisation à but lucratif, effectivement. Si vous avez une société sans but lucratif, une organisation sans but lucratif, évidemment, le but n'est pas de faire de l'argent,
Mais vous L'argent, devez quand même être financé. C'est une conséquence, l'argent. C'est une C'est pas un conséquence. but. Ouais. Et dans tous les cas, que vous soyez lucratif, non lucratif, il y a une raison d'être. Votre organisation existe pour autre chose que faire de l'argent. C'est sûr que dans un monde occidental, capitaliste, oui, les sociétés font de l'argent. Mais il ne faut pas devenir une organisation lucrative sans but. Ça nous prend un objectif, ça nous prend une raison d'être, une mission, une vision qui n'est pas l'argent. Et qui est probablement la raison pourquoi les gens vont travailler pour vous. Le pourquoi. Le pourquoi doit être puissant. Donc, tu avais raison, mais la blague a mal passé. C'est parce qu'on est habitué à un organisme à but non lucratif, c'est ce qu'on est. On n'est pas un organisme lucratif sans but. Voilà. C'est ça. Exact. La fortune sourit aux audacieux, c'est essentiellement faut oser faire ce que les autres n'osent pas faire. Puis c'est un petit peu aussi la même chose pour briser les règles, on n'ose pas le faire. Un exemple de quelque chose que les autres n'oseraient pas faire, genre se déguiser en pirate pour faire une conférence. OK. Oui, puis il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est personne ne nous a dit que c'était impossible, donc on l'a fait. Mark Twain. Ouais. La fortune sourit aux audacieux, c'est aussi cesser d'avoir peur. Des fois, défier le statu quo juste parce qu'on peut. Y a-t-il d'autres notes, Pierre, là, qu'on a notées là-dessus? Là, parce que sérieusement, j'ai pas eu assez de café. En fait, il y a une chose importante, ça revient aux règles. Si le jeu est truqué, si vous vivez dans un contexte dont les règles vous empêchent de faire... Ouais, c'est ça, vous empêche d'aller où vous voulez, inventer vos propres règles. Et c'est un peu comme ça qu'on crée de l'innovation. Hein? Vous pouvez penser à... Je vais vous donner un exemple. Uber, qui est peut-être pas très populaire, c'est un peu méchant, mais en fait, si on regarde ce qui s'est produit à Montréal, par exemple, ça a révolutionné l'industrie du taxi. Parce qu'on avait des taxis vieillots, sales, et les gens... prenaient pas les cartes de crédit pendant un bon moment. C'est ça, exact. Et les gens, ils s'étaient un peu assis sur leur laurier, comme on peut dire. C'était le statu quo. Ça n'avait pas changé depuis très longtemps. Maintenant, l'arrivée d'Uber a fait un peu un électrochoc dans tout ça, et ça l'a aidé à révolutionner, à faire innover notre industrie du taxi. On pourrait regarder du côté de Airbnb, on pourrait regarder du côté d'autres genres d'organisations modernes comme ça. Autrement dit, il y a des règles en place, mais on pourrait court-circuiter le marché en inventant nos propres règles. Et ne vous imaginez pas que parce que vous êtes seul ou parce que vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas d'influence sur the big picture. Rappelez-vous, la dernière fois, vous avez eu un moustique dans votre chambre à coucher. Est-ce qu'il était très gros? Voilà. Soyez impossible à ignorer. Si vous voyez un gars comme ça débarquer chez vous, je pense que vous le remarqueriez. L'idée, évidemment, c'est pas de se planter des plumes dans le derrière, mais... Donc, soyez impossible à ignorer. On a quelques exemples ici. Par exemple, si vous avez des nids de poules, on en a beaucoup à Montréal, c'est très, très populaire. Mais les gens, à certains endroits, étaient un peu exaspérés de voir ces trous et ont décidé de soit peindre des symboles phalliques ou planter des fleurs. Ouais. 24 heures, c'était réparé. Voilà. Ou dans cette ville où on exigeait une piste cyclable depuis plusieurs années, les gens ont décidé de la peindre eux-mêmes. Donc ça, c'est de rendre des fois un problème absurde, une absurdité impossible à ignorer. Mais nous, en tant qu'employés, simples employés, Pierre, je vais vous donner un petit exemple. J'ai travaillé conjointement avec une équipe qui était nouvelle et qui avait beaucoup de difficultés. On venait de commencer, on se faisait dire « vous ne livrez pas assez, écoutez, on ne connaît pas encore le système ». Mais j'étais très transparent comme Scrum Master et je faisais des petits rapports pour dire ça a fonctionné, ça, on a encore de la difficulté, etc. J'ai envoyé ça à la direction parce que personne ne me l'avait demandé. Il y a une autre équipe à côté, beaucoup plus petite, qui était absolument productive. Elle livrait de la valeur en continu.
Et la semaine où on a, Pierre, livré notre premier sprint en entier, les gens ont sorti, la direction a sorti le champagne. Wow! Hein? Et à côté, on fait, ouais, ben nous, on livre tous les sprints, il n'y a personne qui nous donne du champagne. Personne n'est au courant. Faites pas l'erreur. Affichez-vous. Faites pas l'erreur si vous êtes Product Owner, Scrum Master ou peu importe. C'est important que les bons coups, que les réussites soient célébrées, soient du moins communiquées. Comme ça, on sait qu'est-ce que vous faites dans votre organisation. Que vous soyez dans une position où peut-être vous êtes contractuel, votre emploi est peut-être précaire ou peu importe, que vous soyez une équipe, organisez-vous pour que les bons coups soient reconnus. Même les mauvais. Faites preuve d'une transparence volontaire. OK? La plupart des gens ne le font pas. Et ça, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on ne veut pas que les gens sachent tout ça. Mais c'est aussi ça, hein, la fortune, c'est aux audacieux. C'est oser dire ce qu'on a réussi, pas pour se péter les bretelles et recevoir des bravos, juste pour informer qu'on en est là. Si vous avez des questions, venez nous voir. Et si ça va mal, osez le dire. On n'a pas réussi, voici ce qu'on a appris, voici comment on a réparé. Et finalement, forgez votre propre légende. Les pirates étaient très bons pour ça. Les pirates étaient très bons. Ils savaient évidemment qu'il y avait des désavantages à être démembré. Et comme il n'y avait pas LinkedIn et JobBoom et tous ces trucs-là pour embaucher d'autres pirates, le meilleur moyen, c'était de ne pas combattre. Et ils ont donc décidé de militariser leur marketing. Weaponize. Hein? Weaponize. Barbe Noire en était un particulier. Peux-tu mettre l'autre slide? On va le montrer tout de suite. Barbe Noire, là, bon, évidemment, c'était approximatif comme dessin. Les gens, il a essentiellement forgé sa légende en mettant des mèches de canon dans sa barbe et ses cheveux. Il portait 6 pistolets, c'était très impressionnant. Et il allumait les mèches pour aller négocier avec l'ennemi ou des collègues. Et ce qui faisait que les gens pensaient que c'était un fou furieux. C'était du marketing. Tu savais à quoi t'attendre avec Barbe Noire. Le drapeau ici, qu'on voit, on connaît des fois avec le sabre, aussi les 2 sabres, ça s'appelait le Jolly Jumper. Jolly Roger, excusez-moi. Jolly Roger. Ouais, Jolly Roger. Ça avait été, le Jolly Roger avec les sabres, ça avait été inventé par Jack Rackham, mais son idée, c'était, je veux que les gens, quand ils nous voient arriver, sachent à quoi ils ont affaire. Et l'idée, c'est qu'ils ont tellement parlé partie des rumeurs, à savoir, si vous rencontrez les pirates, vous vous rendez, vous êtes sauf. Donc, les gens les voyaient arriver, mettaient leurs trucs sur le quai et allaient se cacher. Il faut voir que les légendes de ces pirates étaient racontées dans les journaux en Angleterre, probablement en France aussi. Et cette légende, cette information de rendez-vous si vous voulez la vie sauve était propagée comme ça. Les pirates étaient devenus un peu presque des héros folkloriques, un peu à la Robin des Bois. Oui, il y avait des jeunes qui lisaient ça et qui rêvaient. Donc, l'idée de forger sa propre légende, de contrôler son narratif. Si vous ne le faites pas, les autres vont le faire pour vous. Les pirates le faisaient très bien. Avec un logo vraiment badass. Oui, c'est le cas. Et en bonus? Ah, ben là, on va prendre un petit peu de temps. Je parlais justement il y a quelques secondes de contrôler son narratif. Quand on a du temps, est-ce qu'il nous reste du temps, Alain? Une chronomètre? Oui. Je garde tout le temps cette slide-là, des fois qu'il nous reste du temps. Convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Ce n'est pas une garantie, mais vous allez être en meilleure position pour avoir ce que vous voulez. Donc, quand on fait ça dans un atelier, quand je faisais ça avec Maurice, les managers avaient les yeux gros comme ça. Puis ils disaient, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux? Ben, et quand on sortait, ils étaient très contents parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient. Donc, un petit truc en 3 points. Comment faire en sorte de convaincre quelqu'un de quelque chose? En 3 étapes. La première étape, faire preuve d'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre, pas nécessairement accepter, mais comprendre que la personne que vous voulez convaincre, que l'équipe, que le dirigeant, que votre collègue, c'est quoi son objectif à lui? C'est quoi pour toi, Pierre,
réussir. Hein? Tu es mon patron. Pierre, c'est mon patron. Moi, je suis son patron dans GoPirate et lui, c'est mon patron chez Kanban Québec. On travaille tous les deux là. Et oui, on est sponsor. Et si je veux convaincre Pierre de quelque chose, je dois comprendre c'est quoi pour lui le succès. Parce que, dans la deuxième étape, si je lui propose quelque chose qui va au sud et que Pierre va au nord, je vais avoir un non, garanti. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de la personne que je convainc. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec l'objectif de la personne que je veux convaincre. Peut-être que Pierre veut seulement sa promotion et son bonus, et je trouve qu'il ne mérite pas. Possible, mais je dois comprendre. Parce que malheureusement, la deuxième étape, c'est de faire le travail de bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, imaginons, je vais donner un vrai exemple. J'avais une collègue qui voulait avoir une formation. Et elle a écrit à son gestionnaire, son manager, « J'aimerais avoir cette formation avec le lien. » Et une semaine et demie plus tard, elle vient me voir, la larme à l'œil. Il ne m'a pas répondu. Bon, tu es au courant que tu viens de lui donner du travail. Le gestionnaire n'a pas que ça à faire. Généralement, il a un pistolet sur la tempe. La gâchette est assez sensible. Et plus le manager est haut dans la hiérarchie, plus le calibre est gros. Tu lui as donné du travail, il a déjà une liste de courriels qu'il n'a pas lu, le tien est dans le bas. OK? Comment on peut faire alors pour rectifier la situation? Alors, je l'ai aidé avec ça et ça. Faire le travail de bras. Ça veut dire, si je demande à quelqu'un, je veux une formation, je viens lui donner le devoir à faire de aller voir, est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'il y a un retour sur notre investissement? Est-ce que c'est la meilleure entreprise de formation ou organisation pour le former? À qui ça va bénéficier? C'est quoi le budget? C'est ça, c'est quoi le budget, etc. Tout du puis, est-ce qu'on a besoin de ça? Tout du travail qu'il n'a déjà pas le temps de faire. Donc, faites-le. Et l'idée, vous connaissez peut-être les matrices de modèles d'affaires, Business Model Canvas. Vous chercherez ça, je n'ai pas d'exemple, mais vous chercherez ça sur Google Images, il y en a un paquet. L'idée est de donner à votre manager toutes les informations qu'il irait chercher pour pouvoir prendre la décision. Donc, par exemple, tout ce qu'on vient de dire. Donc, la collègue en question, je l'ai aidé à faire tout ce travail. On a trouvé qu'est-ce qui restait comme budget de formation dans l'équipe. On est allé voir, évidemment, on est allé chercher tous les arguments sur les lois qui forcent les entreprises au Québec à investir 1% de la masse salariale en formation. On est allé chercher, c'est quoi les meilleures organisations? On est même allé chercher des témoignages de gens dans l'entreprise qui avaient eu cette formation déjà. Et on a remis ça au gestionnaire en personne, une belle petite feuille. Encore mieux, vous faites dans un email, mais vous mettez une image embeddée. Vous savez, elle est impossible à ignorer. Faites pas 18 pages en PDF, il n'ouvrira pas. Vous le mettez à même le courriel. Intégré. C'est ça, difficile à ignorer. Et elle a eu un oui. La troisième étape, si c'est un peu difficile, faire en sorte que ça soit difficile de dire non. Ça, c'est le bout, le fun. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable de démontrer. On sait ce qui va se passer si on dit non. Hein? On pourrait aller dans les trucs un peu plus qualitatifs. Il va y avoir une baisse d'engagement de l'équipe, ou de moi-même, ou de quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi. Il faut trouver le risque qui fait mal. Il faut démontrer que ça va coûter plus cher ne pas le faire que de le faire. Un bel exemple, je faisais du web à l'époque. Quand HTML5 est sorti, ça vous donne une idée de mon âge. J'ai dit à mon patron, il faut que tous nos sites soient en HTML5 demain. Ah, on a 80 sites, on ne sait même pas si ça marche bien, il va y avoir plein d'erreurs. Pendant quelques mois, j'ai eu un nom. Un jour, je trouve un article qui dit « Google va pénaliser les sites qui ne sont pas en HTML5. » Lundi suivant, tous nos sites étaient en HTML5. J'avais trouvé le risque qui rendait difficile de dire non. Ceci dit, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une garantie. Okay? J'ai déjà eu un manager que j'ai fait un très bon travail de lui donner tous les arguments, toutes les informations. Il me dit « Olivier, je comprends le risque de ne pas le faire et je suis prêt à le prendre. » C'était le non le moins frustrant que j'ai eu de toute ma carrière. Voilà. Parce qu'il a été pris avec toutes les bonnes informations. C'était pas juste « OK, ça ne me tente pas aujourd'hui. » Alors ça, c'était le bonus « Comment convaincre ». Gratuit. Voilà, prenez ça en note. Et en conclusion,
le code pirate pour innover, s'inspirant des pirates historiques, briser des règles inutiles, garder le cap, autrement dit, ayez une vision forte et un alignement fort. Soyez audacieux, donc faites ce que d'autres personnes n'osent pas faire. Soyez impossible à ignorer. Habillez-vous en pirate. Et forgez votre propre légende, donc parlez de votre histoire, partagez votre histoire, faites une conférence. Oui, oui. Et j'aimerais vous laisser sur ce questionnement, à réfléchir beaucoup avec votre équipe, vos patrons. Si des butards, sanguinaires, analphabètes, probablement édentés, ont été capables de faire des avancées sociales comme on a discuté aujourd'hui, c'est quoi votre raison à vous de ne pas le faire? Il y a 300 ans. Il y a 300 ans. Il n'y avait pas Internet. Non. Merci beaucoup.